Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue pour le décryptage du jour, dernière partie d'une série sur l'extraction du sable à Taïwan, aux côtés du doctorant en géographie urbaine à Sciences Po Paris, Grégoire Ramé. Vous avez peut-être entendu parler de l'effondrement du pont Wilson à Tours en 1978, dû au dragage dans le lit de la Loire. De mon côté, j'avais vu au Cambodge, il y a une dizaine d'années, des maisons au bord du Mékong coupées en deux, car une partie était tombée dans le fleuve, là aussi une conséquence du dragage. Une extraction de sable dans les rivières qui a un impact sur les écosystèmes des rivières et sur les infrastructures. À Taïwan, pourtant, on drague énormément dans le lit des rivières de nos jours, notamment dans le sud. Selon Grégoire Ramé, le comté de Pingdong est aujourd'hui l'un des premiers producteurs de sable et de granulats de Taïwan, alors qu'il y a 2 décennies, le sud de l'île importait du sable par le port de Kaohsiung. Entre-temps, il y a eu le grand typhon Morakot en 2009. Ce typhon est arrivé, donc ça a été une catastrophe pour la région, ça a été un traumatisme en fait. Réellement, ça a détruit beaucoup de choses, beaucoup de maisons, beaucoup de terrains. Mais paradoxalement, pour les carriers, ça a été une forme de bénédiction. Parce qu'en fait, il y a tous ces matériaux érodés qui sont descendus de la montagne, qui ont tapissé tout le fond du lit de la rivière. Et donc d'un coup, soudainement, en fait, alors qu'on leur interdisait de creuser dans la rivière parce qu'il n'y avait plus assez de sable, la rivière était pleine à craquer. Il y avait eu le typhon qui en plus avait débordé. Donc tout le monde... Les gens ne demandaient qu'une chose, c'était à tout prix, il faut creuser cette rivière pour plus jamais qu'on se fasse inonder de la sorte. Donc il y avait un mélange entre des matériaux disponibles, des élus locaux qui avaient très peur de la rivière et qui donc demandaient fortement à ce qu'on extrait. Il y a un souvenir un peu traumatique. Et donc ça a été un peu du pain béni pour ces carriers qui ont pu décupler leur activité à partir de ce moment-là, légalement. Paradoxalement, ce terrain qui est le plus productif actuellement a une production qui est assez dépendante des variations climatiques. Donc qui a été dépendante de ce typhon Morakot, mais qui encore tous les ans, l'arrivée de nouveaux typhons bloque leur activité. Donc ça peut être vu comme négatif. Donc pendant 4 mois, 5 mois, ils sont obligés de stopper l'activité. Et en même temps, ça leur apporte de nouveaux matériaux pour l'année à venir. Mais j'aimerais revenir sur le fait, ce que j'évoquais, la peur chez les habitants. Moi j'ai parlé à plusieurs habitants qui vraiment... On est dans le bureau de police, je leur parle du typhon Morakot et ils me montrent où l'eau est arrivée à peu près dans le bureau de police. Donc il y a vraiment une crainte très forte de la rivière qui est née de ce traumatisme-là, qui fait que les gens peuvent être assez critiques des camions qui passent, de la poussière que ça génère, de l'extraction illégale dans les champs. Autant le fait de draguer la rivière, c'est très bien accepté par tout le monde comme nécessaire et ça crée un sentiment de sécurité, quoi. Fin septembre dernier, le typhon Ragasa a fait déborder le lac Phata'an qui avait été formé par des glissements de terrain dans le comté de Hualien. Cette catastrophe a fait plus d'une 20aine de morts et on comprend aisément le traumatisme que peut subir une population lorsqu'arrive une telle inondation. À Taïwan, Grégoire Ramé a constaté que de nombreuses personnes, y compris dans les gouvernements locaux, estiment qu'il est important de draguer le lit des rivières pour des questions de sécurité. Ce serait une sorte de spécificité à Taïwan, une exception géologique. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était... je parlais au ministère des Mines, et eux montraient ce que j'évoquais avant, le taux de sable qui vient de l'extraction dans la rivière. Donc à Taïwan, c'est 60, 70, parfois même 80. Et donc je vois que c'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Moi, on m'a toujours appris que si on creusait dans la rivière, ça détruisait le lit de la rivière. Et donc je leur demande, mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? Ils me disent, ah oui, mais nous, nos rivières sont différentes, et donc on doit draguer. On doit creuser dans le fond de la rivière pour éviter qu'elle déborde. Et en fait, c'est là qu'est l'intérêt pour moi de l'exception géologique, c'est-à-dire que oui, la rivière est différente, en termes géomorphologiques, c'est différent de ce que nous, on a, mais l'exception géologique, c'est qu'on va intégrer l'extraction comme un élément naturel du cycle de l'eau. C'est-à-dire, on va dire, la rivière, elle est comme elle est, et pour éviter qu'elle ne déborde, pour qu'elle continue de fonctionner dans son cycle normal, il faut creuser. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, que des carriers me disent qu'il y a une exception, que la rivière se remplit et qu'eux doivent creuser, bon, c'est des carriers, c'est leur intérêt économique en fait, c'est logique qu'ils le disent, mais bon, j'ai une petite suspicion quand ils me le disent. Alors que quand c'est un gouvernement central qui le dit, ou quand c'est par exemple l'agence de l'eau qui est en charge de la rivière, de dire oui, pour le bon état, ils employaient le terme, une bonne santé. Ils disaient une bonne santé de la rivière. Pour que la rivière soit en bonne santé, il faut creuser. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que
dans l'idée même on va naturaliser l'extraction comme nécessaire, en disant si on ne creuse pas, la rivière va déborder, et donc l'exception géologique, ça devient une exception industrielle, enfin ça devient une exception économique quelque part. Et en fait, on va intégrer cette extraction dans le cycle géologique de l'eau. Parce qu'en fait, techniquement, on peut ne pas creuser, c'est juste que la rivière va remplir, elle va se remettre à déborder, et on va se retrouver avec une rivière comme on l'avait il y a 100 ans, 150 ans, qui fait 3 km de large, et qui s'étend et qui va changer d'un moment à l'autre. Le problème, c'est qu'on peut plus se permettre de le faire, parce qu'on a des champs de chaque côté, on a des habitations, on a un système de digues à maintenir, et donc il y a une nécessité, en fait, de creuser. La situation de Taïwan serait donc très différente de celle de la Loire ou du Mékong. Et c'est ce que Grégoire Ramé a voulu creuser. L'idée est venue en lisant un article d'une chercheuse qui travaille sur une rivière entre le Népal et l'Inde, qui s'appelle Soumya Pandey. Et l'idée d'une exception géologique, c'est de dire la rivière en question est une rivière avec un flux sédimentaire assez important. Le type de rivière qu'on a en Inde, c'est le type de rivière qu'on retrouve à Taïwan. Donc c'est des montagnes assez jeunes, avec une pente assez marquée, des taux d'érosion qui sont très marqués. Pour le coup, Taïwan a des taux d'érosion parmi les plus élevés au monde. Et donc, au moment de fortes pluies, d'autant plus que les pans des montagnes ont été en partie victimes de déforestation, donc on a un ruissellement qui amène énormément de sédiments dans la rivière. Et au moment d'arriver dans la plaine, ça arrive à angle droit d'un coup, et donc la rivière va s'étaler complètement et faire de ce qu'on appelle des rivières en tresse. On a peu ça en fait, on n'en a plus des rivières de tresse en Europe. On en a quelques-unes. Mais c'est vrai que quand on passe parfois sur des ponts à Roilienne ou quoi, on voit des... En fait, c'est assez impressionnant parce que le lit de la rivière, il est très très large, oui. Mais il y a juste quelques filets qui peuvent faire penser à des tresses, comme ça, des filets d'eau qui coulent et en fait, on se dit peut-être au moment des typhons, etc., l'eau, elle remonte assez haut. Mais je confirme, au moment des typhons, la rivière est complètement remplie. C'est-à-dire que... Et donc en fait, on a ce lit immense de rivière, mais avec pas des très petites profond, tresses, finalement. Pas profond parce que rempli de sable de fait. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, par rapport à nos rivières européennes, on a plus l'habitude des petits fleuves qui méandrent, qui sont bien dans leur lit. Là, on va avoir une rivière qui a un lit qui fait plusieurs centaines de mètres de large, c'est ça. Qui n'est pas en eau. Donc on a quelques petites tresses en eau à l'année. Et en fait, au moment de la saison des pluies, la rivière est intégralement remplie. Elle est bien remplie, quoi. Et donc, il y a tout ce discours sur l'exception géologique qui est de dire, en fait, ces rivières-là, à l'époque, elles s'étendaient encore plus. C'est-à-dire que là, maintenant, elles font plusieurs centaines de mètres. À l'époque, elles faisaient plusieurs kilomètres parfois de large. Surtout là, dans la région. Elles ont été diguées, ces rivières, par les Japonais pour dégager des terres arables. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont construit des digues de chaque côté. Alors, les digues, le lit de la rivière fait quand même 600 mètres de large, donc ça reste une belle rivière. Mais ça a été vraiment contraint. Ça leur a permis de libérer beaucoup de terres dans l'arrière-pays, qu'ils ont pu mettre en culture notamment. Ce qui fait que là, aujourd'hui, la région autour de Pingdong est une région très agricole, on produit beaucoup. Sauf que le problème, c'est que en faisant ça, la rivière est beaucoup plus concentrée, et au moment du typhon, elle va remplir, le lit de la rivière va monter petit à petit. Et en gros, il y a du sable qui va s'accumuler, et donc la rivière va monter. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a une course entre la rivière et la digue, où chaque année on doit augmenter la taille de la digue, et chaque année la rivière amène plus de sable, et donc monte elle-même un peu plus haut, avec le risque qu'elle passe au-dessus de la digue, surtout quand de l'autre côté de la digue, alors qu'avant les gens ne vivaient que sur des parties en hauteur, les gens commencent à s'installer donc, derrière la digue. On a des villages qui sont derrière les digues, et donc si la rivière passe cette digue, le village est inondé. Grégoire Ramé a interviewé des hydrologues à Taïwan pour tenter d'avoir des regards plus objectifs, puisque les hydrologues n'ont a priori pas d'intérêt économique ni politique. Quel est leur diagnostic sur cette exception géologique taïwanaise ? Ces hydrologues, d'une part, confirment qu'il y a une spécificité géologique taïwanaise. En gros, il y a ce qu'ils appellent le paradoxe des vieilles montagnes. Les vieilles montagnes, en fait l'approche des vieilles montagnes, qui est de dire que la science hydrologique, elle s'est créée par des chercheurs américains et européens qui vivent dans un contexte de montagnes assez anciennes en fait, avec un faible taux d'érosion, et ils comprennent assez mal des systèmes hydrologiques marqués par des montagnes beaucoup plus jeunes, comme on peut l'avoir dans la chaîne himalayenne ou à Taïwan. Donc il y a de fait une spécificité des montagnes taïwanaises qu'on ne peut pas nier. Ensuite, ce qu'elle m'explique, c'est que la manière dont se construisent les agences de l'eau,
le bureau de la 7e et de la 9e rivière, que j'ai interviewé tous les deux, c'est qu'ils ont une approche d'ingénieurs. C'est-à-dire que ce sont les descendants des agences créées par les Japonais qui ont endigué les rivières, et leur objectif, c'est un objectif d'ingénieur, c'est de dire il faut que l'eau aille le plus rapidement possible jusqu'à la mer. Pas d'infiltration, il faut que l'eau qui est entre ces deux digues-là, on l'envoie vraiment rapidement, qu'on la fasse circuler. Et donc il n'y a pas de préoccupation environnementale liée à la préservation d'un écosystème, par exemple, comme on pourrait l'avoir dans les agences de l'eau en France ou en Europe. Eux, ils ont un objectif purement de sécurité. Il faut éviter que ça déborde au moment des grandes pluies. Et donc on va gérer de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces agences-là, elles ont aussi un intérêt économique, industriel. C'est-à-dire que leur argument principal, c'est toujours de dire on creuse dans la rivière pour éviter l'inondation. C'est logique, c'est l'argument le plus facilement recevable. C'est une question de sécurité publique. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des intérêts économiques derrière. Quand j'évoquais le projet d'envoi du sable de l'est vers le nord, et qu'on leur demande de doubler la production dans l'est de l'île, bah, ils vont doubler la production. Toujours avec cet argument de on protège la rivière, on évite les inondations. Mais en fait, on se rend bien compte que si, avant de doubler la production, la rivière était protégée, au moment de la doubler, est-ce qu'on est encore dans la protection de la rivière, ou est-ce qu'on est juste dans un intérêt industriel, économique, de il faut plus de sable, donc on va creuser plus de sable. Donc on a un mélange des arguments dans ces agences de l'eau qui utilisent toujours l'argument sécuritaire et environnemental, c'est le plus légitime, mais on voit qu'il y a des intérêts économiques qui se mélangent. Alors c'est pas de dire que les agences de l'eau sont des agents secrets des cimentiers, c'est pas du tout ça. C'est de dire qu'il y a des pressions du gouvernement central, par exemple du ministère des Mines, qui vont appeler les agences de l'eau à creuser plus, à creuser tout le temps, à aller à cet endroit-là plutôt qu'un autre. Il y a aussi tout un enjeu marketing en fait. Pour éviter les inondations, comme ça passe par des contrats publics, il faut aussi que ça soit rentable pour les carriers. Donc on voit qu'on a des intérêts qui se mélangent en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que les hydrologues, elles sont conscientes du contexte géologique dans lequel se font les choses, qui est une exception, mais elles sont aussi très conscientes de quelque chose qui est plus du tout géologique et qui est très humain, qui est ce système de digues fait par les Japonais. C'est-à-dire que oui, c'est une exception géologique, mais on a un système de gestion de l'eau hérité des Japonais qui implique de, en gros, racler le fond de la rivière dès qu'on peut pour que l'eau aille le plus vite à la mer. Dans ce contexte-là, il y a une volonté peut-être de modifier la manière de faire les choses. C'est compliqué parce que quand je leur demandais est-ce qu'il y a l'écosystème dans la rivière qui a été détruit par l'activité, elles me disent le problème c'est que, en tout cas c'est la personne que j'ai interviewée, le problème c'est qu'en fait les rivières ont été tellement détruites aujourd'hui qu'on n'a même pas d'écosystème de référence. On sait même pas en fait à quoi, dans un état naturel, la rivière pourrait ressembler. Donc c'est difficile de dire regardez cette rivière est en parfait état, parce que les grandes rivières taïwanaises sont toutes draguées activement. Donc c'est difficile de revenir à un état antérieur. Et ce qu'elle propose, elle, c'est beaucoup des solutions basées sur la nature. Une hydrologue que j'avais interviewée, il y a cette idée de on peut pas toucher aux digues parce que les gens ça les terrifie, c'est-à-dire qu'ils se sentent en sécurité grâce à la digue. Si on se commence à la démonter en disant on va laisser l'eau partir un petit peu plus à droite et à gauche, méandrer un peu plus, il va y avoir une levée de bouclier politique, parce que c'est pas soutenable. Par contre, si une digue est détruite après un typhon ou après un tremblement de terre, et qu'elle est à un endroit où ça ne menace pas les personnes qui sont derrière, est-ce qu'on a intérêt à la reconstruire tout de suite aussi grande que ce qu'elle était avant, ou au contraire, est-ce qu'on aurait intérêt à la laisser détruite telle qu'elle est, et laisser au moment on fait des calculs, et on voit qu'au moment d'une crue, l'eau va s'épandre un peu dans les champs alentours, mais ça menacera personne, et deux, ça permet de sortir de cette mentalité de amener l'eau le plus rapidement à la mer, en permettant à l'eau de partir un petit peu sur des parcelles agricoles et de s'infiltrer par exemple dans le sol. Ce qui était de fait le cas avant en fait. Et c'est ce qu'on fait par exemple en France, on a un système de prévention des inondations à Paris, et donc en fait tous les départements en amont ont des endroits, des zones neutralisées de chaque côté de la rivière, où des bassins d'expansion, où on va laisser l'eau déborder, pour qu'après, justement, ça ralentisse le flux et que l'eau puisse s'infiltrer dans les sols plus facilement. Et donc, il y a cette volonté, en tout cas de ces hydrologues-là, de modifier un peu la manière dont on fait les choses, en disant, si on enlève ces digues, si on permet à l'eau de circuler plus librement, peut-être qu'on aura moins besoin de creuser, peut-être qu'on aura... Donc, cette exception généalogique qui inclut d'extraire des millions de tonnes et de ravager le fond de la rivière, peut-être qu'on aura moins besoin de le faire, et peut-être qu'on pourra se permettre d'avoir des rivières un peu plus naturel, de restaurer en partie l'écosystème. De ce que j'en ai vu, après c'est
très balbutiant, quoi. C'est quelques projets sur quelques bords. Ça implique en fait aussi de changer toute la mentalité de ces bureaux que j'ai évoqués, qui ont des mentalités d'ingénieurs, qui veulent des rivières artificialisées parce que ça leur permet de calculer plus facilement les flux, de s'assurer que ça fonctionne bien. Ça implique, ces solutions basées sur la nature, ça implique une forme de lâcher prise en fait. Mhm. Dire, on sait que ça peut être inondé, on l'accepte, on le calcule, ça veut pas dire qu'on va mettre les gens en danger, mais ça implique tout un changement de mentalité, de pratique d'ingénierie. Ça risque aussi de déplaire aux carriers, et peut-être de déplaire aux populations locales, qui ont des peurs vis-à-vis de ça. Donc c'est quelque chose de très compliqué, mais il y a des réflexions là-dessus. Ouais. À ce sujet, Grégoire Ramé a cité notamment le réseau des rivières, créé à l'initiative d'une chercheuse taïwanaise et qui regroupe des personnes souhaitant repenser la manière dont les rivières sont gérées à Taïwan. Les ONG, quant à elles, axent plutôt leurs recherches sur les problèmes causés par l'industrie pétrochimique et par les cimenteries. Même si le ciment est bien sûr lié au sable, les grandes cimenteries sont souvent beaucoup plus visibles que de multiples petites carrières de sable et concentrent donc l'attention et la contestation. Mais dans le futur, les ONG environnementales auront peut-être un rôle à jouer pour montrer les liens entre cimentiers, discrimination à l'encontre des travailleurs autochtones notamment, passe-droit vis-à-vis de l'État, etc. Elle pourrait aussi sensibiliser les Taïwanais aux écosystèmes des rivières pour mieux comprendre comment vivre avec la rivière, créer une forme d'attachement à la nature qui nous entoure. Même si ce n'est pas son domaine d'expertise, j'ai demandé à Grégoire Ramé s'il y avait des moyens de rendre la filière sable plus écologique, puisque j'entends parfois parler de béton vert, par exemple. Il m'a indiqué que ça dépend si l'on tient compte uniquement des émissions de gaz à effet de serre ou si l'on s'intéresse aux dégâts environnementaux de la filière dans son ensemble, ce qui est beaucoup plus complexe. La baisse de la population à Taïwan, en raison de la dénatalité, n'engendre pas forcément une baisse des besoins en béton, car dans quelques dizaines d'années, il va falloir rénover toutes les autoroutes surélevées. Par ailleurs, que faire des gravats après la destruction d'un immeuble ? La piste de la sobriété est intéressante, mais c'est en réalité un enjeu politique, souligne Grégoire Ramé. Si les milieux politiques tirent une grande partie des recettes fiscales qui leur serviront par exemple à entretenir le réseau des transports, en vendant des terrains à des promoteurs immobiliers qui feront une plus-value en construisant des immeubles de 50 étages, c'est difficile de lutter contre car c'est un enjeu politique plutôt qu'environnemental. Et c'est la raison pour laquelle l'urbanisation des villes a tendance à ne jamais s'arrêter, rappelle Grégoire Ramé. Il s'agit d'un système, une filière avec de nombreux acteurs. Cela peut évoluer, mais à condition que ces acteurs puissent dégager des recettes fiscales ou des bénéfices autrement, par exemple en taxant ou en privilégiant la rénovation, précise Grégoire Ramé. Mais la rénovation, si elle a l'avantage de freiner l'artificialisation des terres, première cause de l'effondrement actuel de la biodiversité, cette rénovation est plus chère que de construire de nouveaux bâtiments. Sans compter que les Taïwanais adorent ce qui est nouveau. À cela s'ajoute le fait que les différents bureaux travaillent en silo, le bureau des permis de construire, le ministère des Mines, les municipalités, etc. Chacun a ses propres priorités. Il faudrait une vision d'ensemble pour insuffler un éventuel changement, une initiative qui pourrait être prise par le gouvernement. Pour clore cette série, j'ai demandé à Grégoire Ramé quelles étaient les prochaines étapes de sa recherche. Il m'a indiqué que l'an prochain, il projette de suivre la filière du sable jusque dans les villes taïwanaises, ce qui implique une grande complexité avec de nombreux acteurs, des dizaines d'entreprises de ciment, de béton, de construction pour des milliers de chantiers. C'est tentaculaire. Le plus difficile sera donc peut-être de savoir comment délimiter sa recherche, à partir de quel moment il pourra avoir une vision d'ensemble, confie Grégoire Ramé. C'est donc un grand chantier en perspective. C'est ainsi que se clôt cette série de décryptage. Merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à consulter les quelques liens que j'ai mis sur la page de cette émission pour creuser le sujet. À bientôt.
long